Sa propre mère la détestait et faisait tout pour qu'elle échoue, mais elle ne savait pourquoi. Maman Caro était une femme dans la quarantaine qui vivait dans le quartier d'Iréado. Dans ce coin-là, son nom n'était plus à présenter. Tout le monde la connaissait, et surtout, tout le monde connaissait son fameux riz aux haricots. Depuis près de 10 ans, elle en vendait, et pas n'importe comment. Son plat avait un goût particulier, un goût qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs dans Iréado. Il suffisait d'y goûter une seule fois pour ne plus jamais oublier. D'ailleurs, il était presque impossible de trouver quelqu'un dans le quartier qui n'avait jamais mangé chez elle. Même ceux qui venaient de loin repartaient toujours avec un petit sachet, pour la route. Mais au-delà de sa cuisine, c'était surtout son cœur qui faisait parler d'elle. Maman Caro était une femme souriante, accueillante, toujours prête à échanger quelques mots avec ses clients. Elle avait cette manière de te regarder qui te mettait à l'aise, comme si tu étais déjà de la famille. Et quand elle voyait un enfant traîner autour de son stand, ou une personne visiblement dans le besoin, elle ne posait pas trop de questions, elle servait simplement. Un mange d'abord, on verra après. C'était le genre de phrase qu'on entendait souvent chez elle. Mais attention, sa gentillesse n'était pas une faiblesse. Maman Caro savait aussi se faire respecter. Ceux qui tentaient de profiter d'elle le comprenaient très vite. Une parole ferme, un regard sérieux, et chacun revenait à sa place. Elle donnait avec le cœur, oui, mais elle ne se laissait pas marcher dessus. Tous ceux qui la rencontraient pour la première fois repartaient avec la même impression, celle d'avoir croisé une femme au grand cœur, une femme droite, une vraie chrétienne. Et pourtant, Maman Caro n'était pas aussi gentille qu'elle le laissait paraître. Chaque week-end, une petite fille d'environ 11 ans traînait toujours autour de son stand. Mal habillée, souvent décoiffée, elle courait dans tous les sens, tantôt pour servir les clients, tantôt pour débarrasser les tables ou faire la vaisselle. Elle ne s'arrêtait presque jamais. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une petite servante. Mais ceux qui connaissaient vraiment Maman Caro, ceux qui vivaient non loin d'elle, savaient la vérité. Cette petite fille, c'était sa propre fille. Son aînée. Maman Caro était mère de 2 filles. L'aînée s'appelait Ève. Elle avait 11 ans, était en classe de 6e, et malgré tout ce qu'elle vivait, c'était une élève brillante, sérieuse, toujours parmi les meilleures. Une enfant calme, discrète, et incroyablement gentille. La seconde s'appelait Sandra. Elle avait 9 ans et, contrairement à sa sœur, elle n'avait jamais connu son père. En effet, le mari de Maman Caro était décédé alors qu'elle était enceinte de son 2e enfant. Le choc avait été si violent que la nouvelle avait provoqué chez elle une crise, et un accouchement prématuré. Sandra était née à 6 mois et demi. Depuis ce jour, sa santé était restée fragile. Elle tombait souvent malade, avait besoin d'attention, de soins constants, et cela avait fini par créer un lien particulier entre elle et sa mère. Sandra était devenue la préférée. Maman Caro veillait sur elle comme sur un trésor. Elle la protégeait, la couvrait d'attention, faisait tout pour qu'elle ne manque de rien. Mais à côté de cela, il y avait Ève. Ève, qui malgré tous ses efforts, n'arrivait jamais à recevoir ne serait-ce qu'un peu de cet amour. Pas un mot doux. Pas un regard tendre. Pas une caresse. Rien. Pourtant, Ève ne se plaignait jamais. C'était une enfant douce, respectueuse, une enfant qui continuait d'aimer, même là où elle ne recevait presque rien en retour. En grandissant, Ève avait fini par comprendre. Sa mère ne l'aimait pas, ou du moins, elle préférait clairement sa sœur. Bien sûr, Maman Caro remplissait son rôle de mère, en apparence. Elle la nourrissait, payait sa scolarité, ses livres, lui achetait, de temps en temps, quelques vêtements. Et elle ne la battait presque jamais. Mais l'amour, le vrai, ça ne se cache pas. Et Ève le voyait tous les jours. Sa mère n'avait Dieu que pour Sandra. Avec elle, c'était tout le contraire. Elle était douce, attentionnée, toujours aux petits soins. Elle lui achetait régulièrement de nouveaux vêtements, de jolies chaussures, lui donnait des friandises, les meilleures portions de nourriture, tout ce qu'un enfant pouvait désirer. Et ce n'était pas tout. Quand Sandra faisait une bêtise, c'était Ève qui se faisait gronder. Quand Sandra voulait quelque chose qui appartenait à sa sœur, Ève n'avait même pas le droit de refuser. Ah, donne-lui. Elle est plus petite. C'était toujours la même phrase. Sandra, elle, n'avait aucune tâche à faire à la maison. Pas de vaisselle, pas de ménage, rien. Pendant ce temps, Ève devait tout gérer. Elle nettoyait, rangeait, aidait au restaurant, sans jamais se plaindre. Mais au fond d'elle, il y avait une question qui revenait sans cesse. Pourquoi ? Pourquoi sa propre mère agissait-elle ainsi avec elle ? Elle ne comprenait pas. J'aimerais tellement que maman m'aime, mais elle n'aime que ma petite sœur. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Alors, avec le temps, elle s'était forgé sa propre réponse. Si maman ne m'aime pas, c'est sûrement parce que je ne suis pas assez bien. Cette pensée, silencieuse mais lourde, s'était installée dans son cœur d'enfant. Alors Ève avait pris une décision.
Elle allait faire plus d'efforts. Encore plus. C'est ainsi qu'elle commença à aider sa mère tous les week-ends au restaurant. Pendant les vacances, elle y passait presque tout son temps. Et même en semaine, dès qu'elle avait un moment libre, elle accourait pour travailler. Peut-être que, si elle en faisait assez, sa mère finirait par la regarder autrement. Si je fais encore plus d'efforts, je suis sûre que maman va m'aimer autant qu'elle aime ma sœur. Mais malheureusement, le regard de sa mère ne changea jamais. Au contraire, avec le temps, il devint plus froid, plus dur, presque méprisant. Peu importe les efforts d'Ève, peu importe tout ce qu'elle faisait, rien n'y changeait. Aucun sourire. Aucun encouragement. Juste des reproches, et parfois même, du dédain. Et plus les années passaient, plus la situation empirait. À mesure que les deux filles grandissaient, maman Caro devenait de plus en plus dure avec son aînée. Comme si quelque chose en elle s'assombrissait avec le temps. La raison, elle, était simple, mais profondément injuste. Ève grandissait. Et en grandissant, elle devenait de plus en plus jolie. Une beauté naturelle, douce, qui ne passait pas inaperçue. Les gens du quartier commençaient à le remarquer. Certains clients la regardaient avec admiration, d'autres ne manquaient pas de le dire ouvertement. « Ta fille est vraiment belle. » Des paroles simples, mais qui ne faisaient qu'alimenter quelque chose de mauvais dans le cœur de maman Caro. Parce que, sans même s'en rendre compte, Ève était devenue plus jolie que Sandra. Et ça, maman Caro ne le supportait pas. Au lieu d'en être fière, au lieu de se réjouir, elle en devenait dure. Plus sévère. Plus injuste. Comme si la lumière d'Ève faisait de l'ombre à celle de sa sœur. Le pire pour maman Caro était de savoir qu'Ève était plus brillante que sa sœur cadette Sandra. Elle passait d'une classe à une autre en étant toujours la première de sa promotion. Pendant ce temps, les résultats de Sandra étaient tout à fait moyens. Maman Caro aimait énormément sa fille cadette et rien que pour cela, elle avait toujours souhaité au fond d'elle qu'elle puisse surpasser sa fille aînée. Alors, pour freiner Ève et par la même occasion donner la possibilité à Sandra de rattraper sa sœur, maman Caro ordonna à Ève de prendre une pause après l'obtention de son brevet d'études du premier cycle. Elle ne commencerait la seconde que lorsque sa sœur cadette obtiendrait son BEPC afin que les deux puissent se retrouver dans la même classe. Malgré l'intervention des professeurs de l'école d'Ève et même de certains parents d'élèves, maman Caro ne changea pas d'avis. Et à 17 ans, Ève se retrouva donc dans la même classe que sa sœur Sandra âgée de 15 ans. Les attentes de maman Caro furent cependant vaines, car malgré son retard, elle était toujours intelligente, toujours aussi brillante. Sa mère en fut vraiment irritée. Et peu à peu, ce qui n'était au départ qu'une préférence, se transforma en rejet. La vie d'Ève aurait sans aucun doute été bien meilleure si elle avait eu sa sœur Sandra pour alliée, mais malheureusement ce n'était pas le cas. Sa sœur était à l'image de sa mère. Elle avait vu sa mère maltraiter sa fille aînée pendant qu'elle, la cadette, était sur un piédestal. Elle se pensait donc supérieure à Ève, meilleure qu'elle à tout point et ne supportait donc pas d'entendre les gens louer l'intelligence et la beauté de sa sœur. Elle n'épargnait aucun effort pour lui mettre des bâtons dans les roues et inventait les mensonges les plus absurdes sur sa sœur. Maman Caro n'hésitait pas à battre sa fille aînée à chaque accusation lancée par Sandra. Peu importait que ce soit vrai ou faux. Peu importait qu'Ève essaie de se défendre. Sa parole ne comptait pas. À l'école non plus, la situation n'était pas plus facile. Les rumeurs la poursuivaient partout. Un jour, on l'accusait d'avoir volé le livre de quelqu'un, un autre, d'avoir répandu des ragots sur une camarade. Son nom revenait toujours, mêlé à quelque chose de négatif. Et derrière tout ça, il y avait Sandra. Ève n'avait pas d'amis. Chaque fois que quelqu'un essayait de se rapprocher d'elle, Sandra passait derrière pour la salir, pour raconter des choses, pour déformer la vérité. Et si, malgré tout, cette personne insistait pour rester proche d'Ève, alors Sandra changeait de stratégie. Elle lui rendait la vie difficile. Moquerie, pression, intimidation, elle ne reculait devant rien. Finalement, une seule personne résista à tout cela. Une fille. Elle s'appelait Esther. Esther était différente. Douce, oui, mais aussi forte de caractère. Elle ne se laissait pas influencer, encore moins intimider. Malgré tout ce qu'on pouvait dire sur Ève, elle avait choisi de la connaître par elle-même. Et elle ne l'avait jamais regretté. Peu à peu, Ève devint sa meilleure amie. Pour Ève, Esther était bien plus qu'une amie, elle était la sœur qu'elle n'avait jamais eue, son rayon de soleil dans un ciel toujours orageux. Celle avec qui elle pouvait parler sans peur, rire sans retenue, pleurer sans honte. Ève passait beaucoup de temps chez Esther. Et là-bas, elle découvrit quelque chose qu'elle ne connaissait presque pas. Une famille. Une vraie. Des parents aimants, attentionnés, accueillants, qui la traitaient avec douceur,
comme si elle faisait déjà partie des leurs. Pour la première fois, Ève se sentit à sa place quelque part. Elle trouva en eux une chaleur, une paix, qu'elle n'avait jamais connue. Mais malgré tout cet amour, malgré tout ce qu'elle recevait chez Esther, cela ne suffisait pas. Parce qu'au fond d'elle, il y avait un vide. Un vide que personne ne pouvait combler. Le manque de l'amour de sa mère. Ève continuait d'espérer. Encore et encore. Alors, en classe de terminale, lorsqu'un choix s'imposa à elle, elle fit celui qui lui brisa le cœur. Sur demande de sa mère, elle rompit son amitié avec Esther. Maman Caro avait été claire. « Je ne veux plus te voir traîner avec cette fille » lui avait-elle dit un jour. « Ah mais maman, Esther est ma seule amie et elle m'aime énormément. »« Tais-toi. Sandra m'a déjà tout dit au sujet de cette fille et je ne veux plus vous voir ensemble. »« Et mais mam. Il n'y a pas de maman qui tienne. Si tu as besoin d'une meilleure amie, Sandra est là. » Face à l'hésitation et à l'entêtement d'Ève, maman Caro alla encore plus loin. Elle menaça sa fille de la renier. Alors Ève céda. Elle s'éloigna. Sans explication, ou presque. Elle tourna le dos à la seule personne qui l'avait vraiment aimée. Et cette fois, elle se retrouva complètement seule. Lorsqu'Ève eut 18 ans, de nombreux garçons commencèrent à s'intéresser à elle. Cette même année, un garçon s'approcha d'Ève. La jeune fille avait l'habitude de se faire draguer par les garçons, mais elle n'acceptait jamais leurs avances. Ses études étaient sa priorité, toujours. Pourtant, celui-ci était différent. Maurice n'était pas un simple prétendant. C'était un ancien camarade de classe avec lequel elle avait partagé la 3e. Comme Ève avait perdu 2 années à la maison, lui avait déjà eu le bac et poursuivait maintenant ses études à l'université. Beau, intelligent et travailleur, il inspirait confiance et curiosité à Ève. Bientôt majeure, elle se dit qu'il était peut-être temps de se laisser aller à une relation. Elle accepta donc ses avances, à condition que leur lien reste strictement platonique. Maurice était non seulement charmant, mais aussi patient et attentif. Il l'aidait dans ses études et respectait toujours ses limites. Un samedi, après avoir fini son service au restaurant de sa mère, Ève prit rapidement sa douche et décida de passer chez Maurice. Elle frappa à la porte, et ce qu'elle vit la figea. Sa sœur, Sandra, toute souriante, un pagne noué à la poitrine comme si elle était chez elle. « Que se passe-t-il ici » en demanda Ève, la voix tendue. « Tu veux que je te fasse un dessin, ma sœur » répondit Sandra, avec un sourire cruel. « Pourquoi es-tu ici, ma sœur, quoi ? Comment connais-tu cet endroit-là ?»« Ma chère sœur, tu fais semblant de ne pas comprendre quoi ?» Maurice sortit, visiblement embarrassé. « Pas toi, Maurice, je te pensais différent » murmura Ève. « Ève, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah bon ? Tout est clair pour moi, INH. Tu n'es qu'un déchet, comme tous les autres, » cracha Ève, blessée. « Ah et puis quoi encore ? Je suis un homme, moi aussi, et j'ai des besoins que tu refuses de satisfaire. Et puis, c'est vrai, tu es jolie, mais ta sœur est mieux. Toujours bien habillée, bien coiffée, parfumée, et toi ? Regarde-toi dans un miroir, tu ressembles à une servante. En plus, tu sens constamment le riz et le haricot. » Ève ne put retenir ses larmes. Elle partit en pleurant. À partir de ce jour, une guerre froide s'installa entre les deux sœurs. Un jour, lors d'une dispute en présence de leur mère, Ève céda à la colère et raconta ce que Sandra lui avait fait. Elle pensait que, cette fois, sa mère comprendrait la cruauté de sa fille cadette et prendrait enfin sa défense. Mais elle se trompait lourdement. « Ta sœur n'a rien fait de mal » déclara maman Caro, sèche. « Elle a fait ça pour toi, pour ton bien. Après tout, vous êtes en terminale et avoir un petit ami risque de te distraire. Imagine qu'il t'engrosse et t'abandonne, que feras-tu ? Ce garçon n'est même pas sérieux. Regarde comme il a cédé facilement aux avances de ta sœur. Ce n'est pas entièrement sa faute. Ma Sandra est tellement magnifique, et toi ? » Elle ne termina pas sa phrase, mais le dédain et le mépris étaient évidents. Ève était anéantie. Pourtant, elle décida de tout laisser tomber. Cette année-là, elle obtint son bac avec la meilleure moyenne de la ville. Sandra, malheureusement, échoua. Maman Caro n'était pas contente. Elle fit tout pour empêcher Ève de partir à l'université, craignant que sa fille ne surpasse définitivement Sandra. Mais c'était peine perdue. Grâce à sa brillante performance, Ève avait obtenu une bourse couvrant toutes ses études et certaines dépenses personnelles.
Déterminée, elle partit dans une autre ville pour poursuivre ses études, bien décidée à prouver à sa mère qu'elle aussi méritait d'être aimée. L'année suivante, Sandra réussit enfin son bac et tenta de rejoindre sa sœur dans la même université, mais sa moyenne était insuffisante. Finalement, les deux sœurs se retrouvèrent dans la même ville, mais les tensions et les blessures du passé restaient bien présentes. Sandra, elle, ne renonçait jamais à garder un œil sur sa sœur. Elle alla même jusqu'à convaincre leur mère de louer un petit appartement et d'obliger Ève à s'y installer avec elle. Par habitude et pour ne pas contrarier maman Caro, Ève accepta sans protester. Sandra, quant à elle, feignit un rapprochement, souriante et douce, donnant l'impression d'avoir retrouvé de meilleurs sentiments envers sa sœur. Ève, touchée, sentit son cœur se remplir d'espoir. Elle croyait enfin voir la fin de la jalousie et de la haine. Mais tout cela n'était qu'une façade. En réalité, la jalousie de Sandra s'était intensifiée. Elle ne supportait pas qu'Ève soit devenue plus jolie, plus accomplie, plus indépendante qu'elle. Grâce à sa bourse, Ève vivait plutôt bien, de beaux vêtements, des chaussures élégantes, une certaine aisance dans son quotidien. Cela faisait naître un mélange de rage et de frustration chez Sandra. Elle parla à leur mère et lui demanda de lui ordonner de lui céder tout ce qu'elle possédait. Comme toujours, par habitude et pour satisfaire maman Caro, Ève obéit. Et c'est ainsi que commença un cycle cruel. Pour empêcher Ève de profiter pleinement de ses efforts et la distraire de ses études, maman Caro se mit à lui demander de l'argent sans cesse. Chaque somme qu'Ève gagnait allait directement dans les mains de sa mère, qui, inévitablement, la redistribuait à Sandra. Pour répondre aux exigences de sa mère, Ève dut trouver un petit travail à côté de ses études. Elle travaillait sans relâche, épuisée, sacrifiant ses forces et son temps libre. Et pourtant, à chaque remise d'argent, maman Caro la félicitait, la cajolait, lui disait combien elle était fière d'elle. Ève, dans sa naïveté et son désir d'amour, sentit qu'elle avait enfin trouvé le moyen de gagner le cœur de sa mère. Mais à chaque fois, tout ce qu'elle donnait finissait entre les mains de sa sœur. La cadette, confortablement installée, abandonna peu à peu ses propres efforts. Pourquoi travailler, se disait-elle, quand une sœur était prête à le faire pour elle? Une vraie vache à lait, se plaisait-elle à dire à ses amis, en riant de façon cruelle, ignorant la fatigue et le désespoir d'Ève. Mais Sandra n'en resta pas là. Pour briser Ève complètement, elle s'immisçait dans toutes les relations que sa sœur tentait d'entretenir. Chaque petite amie qui s'approchait d'Ève était rapidement détournée par des mensonges ou des manipulations. Et si l'un d'eux lui plaisait particulièrement, elle n'hésitait pas à user de ses charmes pour le séduire et l'éloigner d'Ève. Les humiliations se répétèrent, encore et encore. Ève, blessée et confuse, finit par se demander, pourquoi tous les hommes s'éloignent-ils d'elle? Était-elle maudite? Était-elle incapable de mériter un amour sincère? Elle ne comprenait rien, et chaque rejet la laissait un peu plus vide et solitaire. Les années passèrent. Après l'arrivée de Sandra en ville, 6 longues années s'écoulèrent. Malgré tout, Ève ne perdit jamais son ambition. Elle obtint enfin son diplôme en ingénierie du bâtiment et décrocha rapidement un poste dans l'une des meilleures entreprises du pays. Maman Caro et Sandra, bien qu'amères et jalouses, firent semblant d'être heureuses pour elle, dissimulant mal leur rancune derrière des sourires forcés. Ève pouvait enfin respirer. Pour la première fois de sa vie, elle avait les moyens de vivre confortablement. Un bon salaire, une certaine stabilité, et surtout, l'espoir. Elle se disait que désormais, sa mère serait fière d'elle. Que si elle lui donnait encore plus, peut-être, enfin, elle recevrait cet amour qu'elle avait toujours cherché. C'est ainsi qu'elle quitta l'appartement qu'elle partageait avec Sandra pour s'installer dans un logement de service, entièrement pris en charge par son entreprise. Mais elle ne s'arrêta pas là. Par amour, ou par besoin d'amour, elle loua une très belle maison pour sa mère et sa sœur, dans la même ville. Si Ève semblait désormais avoir réussi, ce n'était pas vraiment le cas de Sandra. La cadette n'avait pas réussi ses études supérieures. Elle se retrouvait donc, une fois de plus, dépendante de sa sœur. Cela ne lui plaisait pas, mais au fond, elle n'en souffrait pas tant que ça. Après tout, elle n'avait plus besoin de se fatiguer. Mais malgré tout cela, son complexe de supériorité, lui, n'avait pas disparu. Au contraire. Tout semblait pourtant aller pour le mieux dans la vie d'Ève. Elle avait un bon travail, sa mère lui parlait désormais avec douceur, et Sandra semblait enfin l'accepter. Sa joie était presque parfaite. Presque. Un jour, lors d'une conférence organisée dans un grand hôtel de la ville, Ève fit une rencontre qui allait bouleverser sa vie. Yves. Un homme élégant, charismatique, au regard profond. Il fut immédiatement frappé par la douceur et la beauté d'Ève. Et elle, de son côté, fut touchée par son intelligence, sa prestance, et surtout, sa gentillesse. Entre eux, tout alla vite. Très vite. En quelques semaines, ils devinrent inséparables. Et au bout de quelques heures Yves lui fit sa demande. « Et épouse-moi ». Sans hésiter, Ève accepta.
Pour la première fois, elle avait l'impression que la vie lui souriait vraiment. Elle avait déjà rencontré les parents d'Yves, qui l'avaient accueilli avec chaleur. Il était donc temps, à son tour, de le présenter à sa famille. Mais ce jour-là, tout bascula. Dès que Sandra posa les yeux sur Yves, quelque chose changea dans son regard. Une lueur sombre, envieuse, dangereuse. Il était beau, élégant, et visiblement riche. Ma sœur ne mérite pas un tel homme, pensa-t-elle. Et à cet instant précis, elle prit une décision. Elle devait le lui prendre. À tout prix. Yves, lui, se sentit immédiatement mal à l'aise face à l'attitude de maman Caro et de Sandra. Quelque chose n'allait pas. Mais Ève, aveuglée par son bonheur, tenta de le rassurer. Maman, je te présente mon fiancé. Ton fiancé, tu veux l'épouser, hein? On verra. Pendant ce temps, Sandra multipliait les tentatives pour séduire Yves. Regards insistants, gestes calculés, paroles ambiguës, mais contre toute attente, il ne céda pas. Frustrée, elle alla se plaindre à leur mère. Et cette fois, maman Caro décida d'aller plus loin. Très loin. Tant que je serai en vie, cette fille ne sera pas heureuse, déclara-t-elle froidement. Elle ne peut pas être heureuse. Sandra la regarda, surprise. Ah, ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Un féticheur vraiment très puissant. Un féticheur, demanda Sandra, hésitante. Et alors, répondit maman Caro, sans la moindre gêne. Je suis africaine avant tout. Pendant ce temps, Ève ne voyait rien venir. Malgré les avertissements d'Yves, malgré son malaise, elle refusait de douter. Elle ne voulait pas croire que le mal pouvait encore la rattraper. Et puis, un jour, Yves demanda à la voir. Son regard n'était plus le même. Sa voix non plus. Ève, je ne t'aime plus. Le monde s'écroula. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle est l'amour de ma vie. Ève resta figée. Incapable de comprendre. Leur mariage était prévu dans quelques semaines. Quelques semaines. Elle tenta de parler à ses parents. Ils essayèrent de raisonner leur fils, mais il refusa catégoriquement. Comme s'il était devenu un autre homme. Et comme si cela ne suffisait pas, tout s'effondra en même temps. Son contrat de travail arriva à terme, et contre toute attente, il ne fut pas renouvelé. Pourtant, quelques semaines plus tôt, on lui avait assuré le contraire. Elle perdit tout. Son emploi. Son logement. Ses repères. Alors, sans autre choix, elle retourna chez sa mère. Mais en arrivant ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Il y avait du monde. Beaucoup de monde. Des rires. De la musique. Une fête. Ah, qu'est-ce qui se passe ici, demanda-t-elle, troublée. Ah, le fiancé de ta sœur est venu avec sa famille pour se présenter, répondit quelqu'un. Son cœur s'arrêta. Personne ne l'avait prévenu. Personne. Et lorsqu'elle leva les yeux, elle comprit. Il y avait de nombreux visages familiers et l'homme que Sandra s'apprêtait à épouser. C'était Yves. Son Yves. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Ah, tu vois bien ce qui se passe, répondit froidement maman Caro. Yves, tu n'as pas osé? Mais le jeune homme garda la tête baissée. Sa famille aussi. Seule Sandra souriait. Un sourire lent, cruel, triomphant. Ah, viens ici. Lança brusquement maman Caro en l'entraînant à l'écart. Ah, aujourd'hui, c'est le jour de ta sœur. Ne viens pas tout gâcher. Fais-toi petite. Ah, mais maman, c'est mon fiancé. C'était, corrigea-t-elle sèchement. Il a préféré ta sœur. Les larmes d'Ève coulèrent sans retenue. Elle entra, déposa ses affaires, puis ressortit aussitôt. Elle erra toute la nuit. Et ce n'est que le lendemain matin qu'elle revint. Les yeux gonflés. Le visage marqué. Mais en arrivant, ses affaires étaient dehors. Elle resta figée. Ah, tu es enfin revenu? Lança maman Caro, glaciale. Prends tes affaires et va-t'en. Ah, mais, où veux-tu que j'aille? J'ai perdu mon travail, j'ai quitté mon appartement. Ah, et alors? Tu comptes t'installer ici? Ah, mais c'est moi qui paie ce loyer. Tu payais, corrigea-t-elle. Maintenant, tu n'as plus rien. Et moi, j'ai un gendre qui peut tout nous donner. On n'a plus besoin de toi. Le choc fut brutal. Tu pensais que quelques miettes allaient me faire t'aimer? Va-t'en. Maman, je suis ta fille. Ah, et alors? Silence. Puis, une question. Ah, pourquoi? Pourquoi me traites-tu comme ça? Ou alors, tu n'es pas ma vraie mère? La gifle claqua. Ah, ne redis plus jamais ça. C'est moi qui t'ai porté. Ah, alors dis-moi,
Pourquoi tu me détestes autant? Un silence lourd. Ah, tu veux vraiment savoir? Ève hocha lentement la tête. Ah, c'est à cause de toi que je suis veuve. Le monde bascula. Tu as tué ton père? Non, murmura-t-elle. Il est mort dans un accident? Ah oui. Mais cet accident, c'est à cause de toi. J'avais 2 ans. Ce soir-là, tu as refusé de manger. Tu ne faisais que réclamer du yaourt. Ton père est sorti t'en acheter, et il n'est jamais revenu. Ah mais, je n'étais qu'un enfant. Peu importe. C'est à cause de toi. Les jambes d'Ève cédèrent. Elle s'effondra. Sandra s'approcha lentement. À cause de toi, je n'ai jamais connu mon père. À cause de toi, maman n'a jamais été heureuse. Et à cause de toi, je suis obligé de vivre dans ton ombre. Un sourire cruel étira ses lèvres. Ah, tu pensais vraiment avoir droit au bonheur? Et tous tes copains? Jean, Carlos, Marc, Ulrich, c'était moi. Tous. Elle éclata de rire. Et Yves, maintenant, il est à moi. Puis elle murmura. Ah, tu veux savoir pour ton travail? Et elle ricana. Ah, c'est aussi moi. Le silence tomba. Va-t'en maintenant, conclut maman Caro. Une fille qui a tué son père, ne mérite pas d'être heureuse. Ève n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre de la bouche de sa mère et de sa sœur. Leurs paroles résonnaient encore dans sa tête, lourdes, tranchantes, remplies d'une haine qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle n'en pouvait plus. Sans un mot, la jeune femme se releva, ramassa ses affaires d'un geste tremblant et quitta cette maison qu'elle avait elle-même louée pour sa mère. Les larmes brouillaient sa vue tandis qu'elle franchissait le seuil. Dehors, elle tomba nez à nez avec Yves. Dès qu'il la vit, il baissa la tête, honteux. Il voulut parler, s'excuser, mais Ève passa devant lui comme s'il n'existait pas. Elle arrêta un taxi, plaça ses bagages dans la malle, monta à l'arrière et demanda au chauffeur de démarrer. Où allons-nous, mademoiselle? Elle resta silencieuse un instant. Elle n'en avait aucune idée. Finalement, elle demanda à être déposée devant un petit hôtel. Une fois arrivée, elle prit une chambre et s'y enferma. Et elle pleura. Toute la journée. Toute la nuit. Les souvenirs remontaient, violents. Son enfance. Les humiliations. Le manque d'amour. Tout ça, simplement parce qu'elle voulait être aimée par maman Caro. Alors c'était donc vrai. Elle l'avait toujours tenue responsable de la mort de son père. Elle leur avait tout donné, et maintenant, qu'est-ce qui lui restait? Rien. Elle avait tout perdu. Son travail. Son fiancé. Ses économies. Le faux amour de sa famille. Et même Esther. Alors, à quoi bon vivre? Le lendemain matin, Ève prit une décision. Elle écrivit une lettre. Chaque mot lui arrachait le cœur. Après cela, elle se prépara et sortit. Direction, une pharmacie. En levant les yeux, elle se figea. Ève, est-ce bien toi? Esther? Les retrouvailles furent brèves, chargées d'émotions. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as les yeux rouges? Une allergie? Attends, je vais te donner quelque chose. Ève ajouta doucement. Et 2 plaquettes de somnifères? Ah, normalement, je ne peux pas, mais bon, c'est toi. Après avoir payé, Ève voulut partir, mais Esther courut après elle. Ah attends, ça fait 8 ans, tu pars comme ça? Je pensais que tu m'en voulais. Est t'en vouloir? Tu es ma sœur et je sais que tout cela est arrivé parce que tu n'avais pas le choix. Les larmes d'Ève coulèrent. Voilà ce qu'on va faire. Donne-moi ton numéro afin qu'on puisse se voir ce soir. De retour à l'hôtel, Ève posa les comprimés sur le lit. Elle sourit faiblement. Au moins, elle avait revu Esther. Elle prit une poignée de comprimés. Sa main trembla. Puis elle s'arrêta. Je vais la revoir une dernière fois, murmura-t-elle, et après je pourrai partir en paix. Le soir, elles se retrouvèrent. Esther parla. De sa vie. De ses études. De ses efforts pour la retrouver. Puis elle demanda. Ah et toi? Ta mère a enfin compris ta valeur? Ève éclata en sanglots. Elle raconta tout. Comme un enfant qui raconte sa peine à sa mère. Elle n'omit aucun détail. À la fin, Esther ne put s'empêcher de pleurer également et de la prendre dans ses bras. Ah, tu as trop souffert, mais c'est fini. Je ne laisserai plus personne te faire le moindre mal. Ne pleure plus, car désormais tu n'es plus seule. Elle ajouta. Le vrai amour ne s'achète pas, Ève. Moi je t'aime tel que tu es et il y a quelqu'un qui t'aime parfaitement, beaucoup plus que moi encore. À qui? Le Seigneur. Ève murmura. Ah, je sais tout ça, je suis chrétienne aussi. Ah oui je sais, mais tu ne lui as pas encore ouvert ton cœur. Laisse-le rentrer, Ève.
Puis Esther se leva. Allez, tu viens avec moi. Je ne te laisse pas seule. Esther demanda à Ève de la conduire dans sa chambre afin qu'elle puisse récupérer ses affaires. Dans la chambre, Ève tenta rapidement de cacher la lettre et les comprimés. Mais Esther fut plus rapide. Elle attrapa les médicaments et la fixa, choquée. Ah petite idiote, tu allais faire quoi, exactement? Mourir pour ces gens-là? Ils n'en valent pas la peine. Esther semblait vraiment en colère. Ève baissa la tête. Ah Esther, s'il te plaît. Oh non. Sa voix était ferme, mais ses yeux brillaient d'émotion. Range tes affaires. Un silence. Tu viens avec moi. Je ne peux définitivement pas te laisser seule. Qui sait quelle bêtise tu pourrais faire? Esther vivait dans un très bel appartement situé en plein centre-ville de la capitale. L'endroit était spacieux, lumineux et chaleureux. Il y avait 2 chambres, et sans hésiter, elle attribua la seconde à son ami. C'est ainsi que leur cohabitation commença. Esther faisait tout son possible pour être un véritable soutien pour Ève. Elle lui tenait compagnie dès qu'elle en avait l'occasion, veillait sur elle, l'écoutait, et surtout, elle ne manquait jamais de lui parler de Dieu. Elle lui raconta ses propres combats, ses moments de doute, et la manière dont sa rencontre sincère avec le Seigneur avait transformé sa vie. Parfois même, elle insistait pour qu'Ève l'accompagne à l'église. Au début, Ève y allait sans réelle conviction. Mais peu à peu, quelque chose changea en elle. La tristesse qui l'habitait commença à s'estomper. Elle retrouva doucement le goût de vivre. La foi d'Esther, sa paix, sa joie, éveillèrent en elle une profonde curiosité. Alors pour trouver des réponses à ces questions, Ève se mit à lire la Bible. Et ce fut une révélation. Elle fut fascinée par les histoires qu'elle y découvrait. Plus elle lisait, plus elle en voulait encore. Chaque page semblait répondre à un vide qu'elle avait porté toute sa vie sans jamais pouvoir le nommer. À travers ses écrits, elle découvrit la grandeur de Dieu, mais surtout, elle comprit enfin ce qu'était l'amour. Le véritable amour. 2 versets la marquèrent profondément. Jean 3h16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 15h13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ces mots bouleversèrent son cœur. Pour la première fois, Ève comprit. Dieu l'aimait. Réellement. Profondément. Elle avait de la valeur à ses yeux. Alors, pourquoi avait-elle passé tant d'années à mendier l'amour de maman Caro et de Sandra? Cette question resta un moment sans réponse. Mais une chose était sûre, elle n'en avait plus besoin. Ève continua de lire la Bible et de prier. Cette fois, elle ne faisait pas semblant. Elle ouvrit véritablement son cœur au Seigneur. Et sa vie changea. La tristesse disparut peu à peu. La douleur s'effaça. À sa place naquirent la paix, et une joie nouvelle, profonde, stable. Son estime d'elle-même grandit également. Désormais, il était hors de question qu'elle se laisse écraser ou manquer de respect. Elle connaissait enfin sa valeur. Les semaines passèrent. Puis les mois pointaient un jour, contre toute attente, Ève reçut un appel. Une entreprise souhaitait la rencontrer. Le plus surprenant, c'est qu'elle n'y avait jamais postulé. Intriguée, elle se rendit à l'entretien. Là-bas, le manager lui expliqua qu'elle avait été recommandée par l'un de leurs clients, impressionné par son travail passé. L'entretien se déroula à merveille. Et sans hésitation, ils décidèrent de l'embaucher immédiatement, reconnaissant en elle une personne compétente, sérieuse et exceptionnelle. Cette nouvelle opportunité dépassait de loin tout ce qu'elle avait connu auparavant. De nombreux hommes lui faisaient également la cour. Mais Ève ne voulait pas se précipiter. Elle voulait d'abord laisser Dieu la transformer totalement avant d'accepter à nouveau qui que ce soit dans sa vie. Et puis 3 ans plus tard, Dieu mit sur le chemin d'Ève un homme différent des autres. Un homme respectueux, attentionné, sincère. Un homme qui la voyait réellement. Et très vite, il sut. Il voulait faire sa vie avec elle. Et Ève aussi savait au plus profond de son cœur qu'elle avait enfin trouvé sa moitié, celui que Dieu avait prévu pour elle. Contre toute attente, il la demanda en mariage peu de temps après leur rencontre. Ève, guidée par une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant, accepta. Ils se marièrent, juste après le mariage d'Esther et de son fiancé. Cette fois, le bonheur d'Ève était réel. Complet. Paisible. Et au fond d'elle, elle en était certaine. Rien, ni personne, ne pouvait détruire ce bonheur qu'elle vivait. Il n'y aurait désormais plus de tristesse ou de situation difficile dans sa vie. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait. La vie d'Ève n'était pas la seule à avoir changé durant ces 5 années. Celle de maman Caro et de Sandra avaient, elles aussi, connu une transformation, mais dans un tout autre sens. Après avoir arraché Yves à sa sœur par des moyens peu avouables, Sandra semblait enfin vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. Yves ne lui refusait rien.
Il lui loua une somptueuse villa avec piscine au cœur de la capitale et la couvrait de cadeaux. Maman Caro, quant à elle, était fière. Sa fille cadette avait réussi. Et jamais, pas une seule fois, elle ne ressentit de la peine pour Ève. Après tout, dans son esprit, Ève était responsable de la mort de son père. Et pour elle, un enfant qui cause la mort d'un parent ne mérite pas le bonheur. Ève n'avait eu que ce qu'elle méritait. Pendant 2 ans, les deux femmes vécurent dans l'abondance et l'insouciance, jusqu'au jour où tout bascula. Yves fut arrêté, accusé de détournement de fonds dans son entreprise. Il avait en réalité volé d'énormes sommes d'argent pour satisfaire les caprices de Sandra. La police saisit la majorité de ses biens. Le reste fut vendu pour rembourser ses dettes. Il fut condamné à 5 ans de prison. Et perdit tout. C'est alors qu'il retrouva ses esprits. Il ne comprenait plus comment il avait pu abandonner Ève pour Sandra. Comme s'il avait été aveuglé. Manipulé. Mais il était trop tard. Sandra, désormais mère de jumeaux, se retrouva sans rien. La famille d'Yves refusa de l'accueillir ou même de l'aider. Elle retourna donc, avec sa mère, dans leur ancienne maison, dans leur ville natale. Maman Caro tenta de reprendre son commerce de riz et de haricots, mais en vain. Une autre femme avait déjà pris sa place. Et tous ses anciens clients lui étaient désormais fidèles. Leur situation devint rapidement précaire. Quelques années plus tard, Maman Caro apprit, par une connaissance, qu'Ève s'était mariée, et qu'elle occupait désormais un poste important dans une grande entreprise. La nouvelle la frappa de plein fouet. Elle s'est mariée, sans m'informer? Moi, sa mère? Sa voix tremblait de colère. Elle pense qu'elle sera heureuse pendant que nous souffrons? Non, ça ne se passera pas comme ça. Sandra, elle aussi, était folle de rage. Après tout ce que je lui ai pris, elle a encore trouvé un homme? Ses yeux brûlaient de jalousie. Celui-là aussi, je vais le lui prendre. Après plusieurs mois de recherche, Maman Caro finit par retrouver l'adresse d'Ève. Le jour où elles arrivèrent, accompagnées des 2 enfants de Sandra, elles restèrent figées devant le portail. Un immense manoir se dressait devant elles, dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville. « Ah, c'est ici » murmura Sandra. À cet instant, une voiture arriva. Le portail s'ouvrit. Elle entra à l'intérieur de la maison. Par la grille du portail, Maman Caro vit sa fille Ève en descendre. Les 2 femmes tentèrent de se précipiter à l'intérieur, mais le gardien les arrêta immédiatement. Alertée, Ève s'approcha. Quelle ne fut pas sa surprise de revoir dans un état lamentable ces 2 femmes à qui elle avait voulu plaire pendant tant d'années. Laissez-les entrer. À peine entrée, Maman Caro lança. Ah donc tu vis bien maintenant, et tu oublies ta mère? Son regard glissa sur le ventre arrondi d'Ève. Ah tu es enceinte, et tu ne m'appelles même pas? Ève la fixa, puis éclata d'un rire froid. À ce que je vois, la vie ne vous a pas épargné. Son regard passa de sa mère à sa sœur. Ah mais c'est normal. On récolte ce que l'on sème. Comment oses-tu nous parler ainsi? Cria Sandra. Ève resta calme. Vous pensez vraiment que je suis encore l'Ève d'autrefois? Un silence. Ah si vous n'avez rien d'important à dire, partez. Maman Caro était sous le choc. Ah tu as honte de ta mère maintenant? Et honte? Le regard d'Ève s'assombrit. Ah tu te souviens de ce que tu m'as dit la dernière fois? Sa voix trembla légèrement. Je n'ai jamais eu de mère. Ni de sœur. Un silence lourd tomba. Alors partez. Maman Caro se mit à crier, à pleurer, attirant l'attention. Franck, le mari d'Ève, sortit. Ève lui expliqua la situation. Malgré les insultes et les malédictions lancées par les 2 femmes, il décida de leur offrir un hébergement temporaire dans l'annexe. Mais dans l'ombre, leurs intentions restaient sombres. Elle a changé, murmura Sandra. L'argent lui est monté à la tête, répondit sa mère. Puis Sandra ajouta, en regardant Franck. Il est beau et riche. Un sourire naquit sur les lèvres de Maman Caro. Et il peut être à toi. Sandra hésita. Et j'ai 2 enfants? Ah et alors? Tout ce qu'elle a, tu peux l'avoir. D'ailleurs tout ce qui est à elle est à toi. Je te l'ai toujours répété. Pendant leur séjour, Sandra tenta par tous les moyens d'attirer l'attention de l'époux de sa sœur, mais ce fut en vain. En effet, étant donné qu'elle vivait dans l'annexe, elle avait rarement l'occasion de croiser Franck. Et même lorsqu'elle le voyait, il ne lui jetait jamais le moindre regard et si par hasard, il arrivait que leurs regards se croisent, la seule chose qu'elle y voyait c'était de l'hostilité. Cette fois sa tâche ne serait visiblement pas facile. En maman, j'ai fait tout pour que cet homme me regarde, mais c'est comme si je n'existe pas pour lui. C'est d'ailleurs compréhensible, ma sœur et moi nous sommes désormais comme le jour et la nuit. Elle a pris trop d'avance sur moi. Pourquoi es-tu défaitiste ma fille? Je t'ai toujours répété que tu étais mieux qu'elle et ne t'en fais pas, cet homme sera à toi.
Oh, ma sœur est aussi enceinte, maman. C'est vrai, mais on verra bien si cet enfant naîtra ou pas. Quelques jours plus tard, maman Caro dit à sa fille aînée qu'elle devait retourner dans sa ville natale afin de rendre visite à une amie malade. Elle demanda donc à Ève de lui donner un peu d'argent. Celle-ci refusa d'abord, mais son époux, Franck, insista pour qu'elle accepte. Avant de remettre l'argent, le couple fit une courte prière sur les billets, discrètement. Maman Caro ne partit pas voir une amie comme elle l'avait prétexté. Elle prit un bus, direction un village reculé. Chez un féticheur. Je veux que tu détruises sa vie. Elle demanda qu'on gâche la grossesse d'Ève, qu'on brise son mariage. Elle donna un foulard appartenant à sa fille, et l'argent que lui avait donné Ève. Le rituel fut fait. Une poudre lui fut remise. Répands-la dans la maison de ta fille, et tout sera fini. Mais sur le chemin du retour, le bus dans lequel se trouvait maman Caro eut un grave accident. Heureusement, il n'y eut pas de mort, mais il eut plusieurs blessés. Maman Caro avait été sévèrement touchée. L'une de ses jambes avait complètement été broyée et elle avait reçu un violent choc à la tête qui avait endommagé ses nerfs optiques. Selon les médecins, elle ne pourrait plus jamais voir. L'hôpital contacta ses deux filles. Sandra fut la première à arriver. Elle trouva sa mère inconsciente. Maman Caro ne se réveilla que 36 âges plus tard. Sa jambe droite avait été amputée et elle ne voyait plus rien. Et ma vie est finie, oh. Maman, calme-toi, voyons. Tout ça c'est toi, Sandra. Si seulement je n'étais pas allé dans ce village pour toi. Maman, je ne t'ai envoyé nulle part. Tu as voulu y aller seule. Tu veux maintenant me blâmer de ta situation comme tu as toujours blâmé Ève de la mort de papa. Tout ça c'est toi, oh, Sandra. Ma fille Ève, pardonne-moi, oh. Tu vas te taire, vieille folle. Tu t'es tiré toi-même une balle dans le pied et maintenant tu veux m'en faire porter la responsabilité. Ah, tu penses qu'Ève va s'occuper de toi maintenant? Non, et je vais tout lui dire. Je vais lui dire que c'est toi qui as envoûté son ex-Yves pour qu'il la quitte pour moi. Et maintenant, tu as voulu détruire sa grossesse et son mariage et c'est pour ça que tu as même pris le bus pour aller voir un charlatan. Je vais tout lui dire. Tais-toi, petite sotte, quelqu'un pourrait t'entendre. La porte s'ouvrit soudainement et Ève entra. J'ai tout entendu et tout ce que je peux dire c'est merci à Dieu de m'avoir ouvert les yeux. Maman Caro pleura et demanda pardon à sa fille. Ève savait que rien de tout cela n'était sincère. Elle voulait tout simplement profiter d'elle vu que désormais elle était infirme et sans le sou. Mais Sandra refusa de faire semblant, resta dure. On veut te tuer, et alors? Franck, choqué, la fixa. Mais elle continua. Ève, tu es née pour être en dessous de moi. Un silence. Puis Ève parla. Calme. Heureusement, tu n'es pas Dieu. Elle inspira profondément et reprit. Celui que je sers est fidèle. Avec lui, je serai toujours la tête et jamais la queue. Mes ennemis ne domineront pas sur moi. Ses yeux étaient remplis de paix. Je n'ai plus de haine contre vous. Un silence. Ah mais sortez de ma vie. Définitivement. Et elle partit. Cette fois, pour de bon. Plus tard, Ève apprit que sa mère mendiait désormais dans la rue. Sandra, quant à elle, avait sombré dans la drogue et la prostitution. Ève envoya les services sociaux pour récupérer les jumeaux et les placer dans un foyer. Dans l'ombre, elle veillait sur eux, s'assurant qu'ils ne manquent de rien. Après tout, c'étaient des enfants et ils étaient innocents. Elle continua d'avancer. Avec son mari. Avec ses enfants. Avec Dieu au centre de sa vie. Et chaque jour, elle priait encore pour sa mère et sa sœur, espérant qu'un jour que le Seigneur les touche. Bien-aimés, eux, comme Ève tu as peut-être déjà eu l'impression de ne pas être aimé à ta juste valeur, de donner sans recevoir, d'espérer sans être compris. Mais ne pleure plus. Lève-toi et arrête de chercher la validation humaine. Ta valeur ne dépend pas du regard des hommes. Elle vient de Dieu. Son amour pour toi est grand, éternel et inconditionnel. C'est pour cela qu'il s'est fait homme, afin de mourir pour toi. Quand le doute t'envahit, souviens-toi de la croix et de son sacrifice. Car il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Soyez abondamment bénis. Si cette histoire vous a touché, merci de vous abonner, d'aimer et de partager.